Le titre, dans 6 mois au plus tard, le dernier soldat de Barkhane et de Takuba devrait quitter le territoire malien. Emmanuel Macron a annoncé ce 17 février le retrait des forces militaires françaises et européennes du Mali. Une décision prise à l'issue d'une réunion entre partenaires africains et européens engagés dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel où la France entend rester même si elle quitte le Mali. Et pendant ce temps, l'organisation de la société civile, le bloc panafricaniste, dénonce les accords de coopération entre le Burkina et plusieurs de ses partenaires, notamment la France, les accusant d'être inefficaces. Elle appelle les nouvelles autorités burkinabées à envisager la révision et la relecture de ces textes. Vous êtes-vous déjà posé la question sur le travail qui est fait dans un studio télé avant que les images ne soient diffusées sur vos petits écrans? C'est un travail en chaîne et chaque maillon est aussi essentiel qu'important. Mais dans ce journal ce soir, nous mettons les projecteurs sur le designer télé. C'est un métier qui intervient dans le grand ensemble du directeur artistique. Il est moins développé et peu connu au Burkina Faso, au point que l'expertise est demandée toujours. Et le designer télé ou le directeur artistique, rôle et mode de fonctionnement, eh bien, c'est le dossier de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue. Le divorce entre Bamako et Paris se conforme un peu plus encore. C'est terminé. La force militaire française Barkhane et la force européenne Takuba quittent le territoire malien presque chassé par les autorités de la transition. L'annonce de leur retrait a été faite par Emmanuel Macron ce 17 février au terme d'une réunion avec les partenaires européens et africains engagés dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Le processus devrait durer au maximum 6 mois. Un redéploiement est prévu, notamment au Niger. Le récit d'Abdoulazak Traoré. Quand vous avez un État qui décide de faire alliance avec des mercenaires privés, qui n'est plus clair dans sa lutte contre le terrorisme et qui décide de ne plus travailler avec vous, ça n'est plus, dans ces cas-là, à nous de continuer à avancer. Pour moi, c'est d'une clarté complète. Et c'est fait. La sentence est tombée, ou du moins le retrait total des forces françaises et leurs alliés européens est désormais officiel. Le président français fait l'annonce devant les dirigeants de la CEDEAO et leurs partenaires européens à Paris. Out donc Barkhane et Takuba, mais la grande question qui demeure est relative au prochain point de chute. Comment et à quel rythme retirer environ 5000 soldats? Comment soustraire les 200 blindés et autres armements? Les interrogations sont là et Emmanuel Macron a des réponses. On commençait à fermer des bases au nord, nous allons donc progressivement fermer, dans un exercice qui va prendre 4 à 6 mois, les bases qui sont présentes au Mali. Nous allons, en lien avec les autorités nigériennes et de toute la région, d'abord organiser cette sortie du territoire malien. Nous préservons nos forces qui sont au Burkina Faso, nos forces spéciales, et nous allons réarticuler autour des forces qui sont déjà présentes au Niger, en lien étroit avec les forces armées nigériennes, le dispositif qui sera africano-européen. Je l'avais annoncé après Pau et N'Djamena, Barkhane avait vocation à évoluer en Takuba. C'est donc la fin de l'engagement militaire de l'Hexagone au Mali. Fin de 9 ans d'appui dans la lutte contre le terrorisme qui a pourtant débuté dans une entente parfaite en 2013 entre le Mali et la France. Les Français venaient d'empêcher le délitement de l'État malien face à l'avancée terroriste. Dans la foulée, le président François Hollande est accueilli en héros. L'action spontanée militaire se mue en force Barkhane. Les résultats sont mitigés en dépit de quelques victoires. Les opinions maliennes et françaises sont insatisfaites. 1200 soldats maliens et une cinquantaine de soldats français sont massacrés depuis le début. Les dirigeants français ont le dos au mur et au même moment, les relations se brouillent entre Paris et Bamako depuis le double coup d'État d'Assimi Goïta qui a renversé le grand ami de la France, Ibrahim Boubacar Keïta. C'est le désamour
et le désenchantement entre les deux pays depuis plusieurs mois maintenant. En rappel, Barkhane coûte à la France 600 millions d'euros par an, soit plus de 394 milliards de francs CFA. C'est l'opération militaire française la plus importante au monde. Et depuis les accumulations des échanges d'amabilité entre le Mali et la France jusqu'à l'aboutissement de ce 17 février, l'une des questions qui taraude de plus en plus les esprits, c'est celle-là. Une partie de la force Barkhane qui quitte le Mali va-t-elle s'installer au Burkina Faso? On n'en est pas là pour l'instant, mais déjà des organisations de la société civile se font entendre sur la question. Parmi elles, le bloc panafricaniste qui milite pour une révision des accords de coopération entre le Burkina Faso et ses partenaires, notamment avec l'ancienne puissance coloniale. Abdul Karim Banda, Arsène Konitamde. Le bloc panafricaniste appelle les nouvelles autorités burkinabées à réviser les partenaires bilatéraux du pays. Selon cette organisation, le Burkina Faso est usé par plus d'un demi-siècle de relations qui n'ont pas permis au pays de réellement amorcer son progrès. Le bloc conseille à Paul-Henri Damiba de choisir de meilleurs partenaires pour le Burkina Faso. Il y a un handicap qui plombe sérieusement la marche du Burkina Faso vers une émergence réelle. Il doit certainement résider dans sa diplomatie, source fondamentale de création de ces coopérations bilatérales et multilatérales. N'y a-t-il pas lieu pour les MPSR de revoir nos partenariats diplomatiques et militaires pour s'orienter de façon stratégique et souveraine vers des partenaires capables de comprendre nos problèmes et d'agir promptement. 4 ans après la fin de la coopération avec Taïwan, le bloc panafricaniste s'interroge sur la portée de la relation avec la Chine. Pour cette organisation, l'Empire du Milieu n'a pas suffisamment apporté sur le plan de la coopération militaire. Et je me rappelle en son temps, la Chine-Taïwan avait promis 3 hélicoptères de guerre de la dernière génération qui devraient arriver. La Chine continentale a dit, quand le Burkina va arrêter avec Taïwan, ils vont donner tous ces matériels. Et tout ce que la Chine avait promis, la Chine continentale avait promis de donner ce que la Chine-Taïwan avait promis, n'a pas fait. Actuellement, nous sommes en temps d'insécurité. Notre armée a besoin de matériel qui le répond dans un bref délai. À défaut, nous allons dire à nos autorités de laisser tomber. Dans la dynamique de la transformation du Burkina Faso, le bloc panafricaniste invite les nouvelles autorités à explorer les solutions endogènes. Direction Bobo Dioulasso maintenant, où plusieurs agents de santé formés à titre privé ont manifesté ce jeudi pour réclamer la possibilité d'intégrer la fonction publique. Une centaine d'entre eux ont marché de la place Tiefouamoro jusqu'au gouvernorat de la région où ils devraient remettre leurs revendications aux autorités sur place. Aïcha Mohamed Yatara, surtout Justin Papiré. C'est une marche pacifique qui est partie de la place Tiefouamoro au gouvernorat de la région des Hauts-Bassins. Ces agents de santé formés à titre privé sont au chômage depuis la fin de leur formation. Ils plaident à travers cette marche pour leur intégration à la fonction publique et la reconnaissance de leur diplôme professionnel. Des diplômes délivrés par le ministère en charge de la santé. La première des choses, la valorisation de notre diplôme en question. Le diplôme d'infirmier diplômé d'État. Voilà. Sage-femme, médecin d'État, garçon et fille de salle. Agent itinéraire de santé. Voilà, la valorisation de notre diplôme. Lancer le test d'intégration. Tout le monde sait que le besoin est là. Nous sommes des agents de santé formés à titre privé. Et à la sortie, on espérait le test d'intégration. Et on a été surpris depuis le 29 novembre. Il y a un décret présidentiel qui est sorti qu'on ne peut plus postuler au test d'intégration. Selon ces hommes en blouse blanche, le décret pris par les autorités du pays est un décret qui les disqualifie des concours d'intégration de la fonction publique. Après la formation, on s'attendait à un test. Les parents ont usé de leurs fonds, des millions, pour payer. Et à la fin, on enlève un décret pour dire que vous pouvez même nous donner un temps. Et voilà qu'il a levé des notes pour dire qu'on ne peut plus ouvrir des cabinets de soins. Qu'est-ce que nous allons devenir avec nos diplômes? On a déjà à la main, on fait quoi avec nos diplômes? C'est pourquoi on est sorti ce matin. En fait, ce sont des plaidoyers qu'on fait auprès des autorités.
c'est pas une force, c'est pas une revendication en tant que telle. Voilà, on demande l'autorité compétente vraiment de mettre la main sur nous. On est sorti ce matin vraiment pour les demander pardon. Moi, mon mari même a payé mes scolarités. Jusqu'à présent, vraiment, on n'a pas eu gain de cause. Donc, le ministre Chalma aussi est venu décréter des décrets vraiment pas possibles. Ah, il dit qu'il n'y a plus d'intégration, on est là. Donc, et pourtant, il y a trop de vœux parmi nous aussi. Voilà, donc on ne sait pas comment faire. Nous, on demande une doléance, même cette transition de 3 à 5 ans, vraiment nous donner, à lancer notre test d'intégration. Au moins, quelques-uns vont pouvoir rentrer, afin vraiment de subvenir à nos besoins. Des doléances que ces agents de santé formés à titre privé sont venus porter au gouverneur de la région des Hauts-Bassins afin qu'il les transmette à qui de droit. Mais n'ayant pas déposé une autorisation pour l'organisation de la marche, ils n'ont pas été reçus par le gouverneur. En rappel, ils sont environ 15 865 agents de santé formés à titre privé au Burkina Faso qui n'ont pas le droit de passer le test d'intégration. Vous le savez, l'une des principales victimes des attaques terroristes qui sévissent au Burkina Faso, c'est bien l'école, avec ces chiffres assez édifiants. Environ 3000 d'entre elles sont fermées, privant ainsi près d'un demi-million d'élèves des classes. Les initiatives se multiplient pour remédier à la situation. Je vous propose de suivre maintenant ce mécanisme assez imaginatif mis en place par la Coalition pour l'éducation pour tous. C'est un reportage de Ronel Paul. Avec ce petit appareil sur lequel est insérée une clé USB contenant les programmes pédagogiques, accompagné d'un panneau solaire, d'un rétroprojecteur en miniature et quelques petits gadgets électroniques, un simple espace peut vite se transformer en salle de classe. Ce dispositif, développé en collaboration avec une entreprise locale, est destiné à faciliter la poursuite de l'apprentissage des enfants contraints d'abandonner leur village. Le contenu qui est ici, sur cette clé, effectivement projeté sur un écran comme ça, et puis les enfants peuvent suivre soit un enseignant qu'on a filmé en train de dispenser un cours et qui leur donne des exercices, soit des exercices qu'on a préenregistrés dans la clé qu'on diffuse et les enfants sont en train de les traiter. Ou peut-être ça peut être que on a numérisé aussi le contenu du livre et on projette et les enfants peuvent lire. Donc c'est ce dispositif-là qu'on est en train de développer. À en croire le coordonnateur national de la coalition, ce dispositif en phase d'essai depuis l'année dernière donne déjà des résultats satisfaisants. Pas encore validé par le ministère de l'Éducation nationale, mais les démarches administratives vont bon train. Vraiment, dans la région de Kaya, ça a été bien apprécié par le camp des déplacés. Voilà, les populations, les enseignants, les encadreurs pédagogiques. En tout cas, ils ont salué l'initiative et nous sommes en train de travailler vraiment à renforcer cette initiative. Bien sûr, on aura besoin de l'accompagnement et des partenaires techniques et financiers du ministère de l'Éducation nationale. Uniquement pour le déploiement et l'expérimentation de ce projet sur le terrain, les initiateurs ont déboursé plus de 15 millions de francs CFA. Pour le déploiement d'un kit par site ou par école, il faudrait donc compter jusqu'à 2 millions. À ce prix-là, le dispositif serait trop cher pour les usagers. C'est pourquoi la coalition espère trouver des partenaires afin de le rendre accessible à tous. Hier, à Ouagadougou, l'université Joseph Kizerbo a procédé à l'ouverture de la première session des doctorales, édition 2022. Pendant 72 heures, les doctorants et enseignants-chercheurs vont présenter leurs différents travaux. Objectif, offrir un cadre favorable d'échange entre enseignants-chercheurs et les futurs détenteurs du diplôme de doctorat. Plus de précision, Justin Amonto. L'université Joseph Kizerbo débute sa première session des doctorales édition 2022 ce 16 février. Pendant 72 heures, doctorants et enseignants-chercheurs vont présenter leurs travaux à travers 4 conférences de communication orale et communication affichées. Pour encourager la gente féminine à la recherche, un prix est réservé à la meilleure communicatrice de cette édition. Ça va permettre aux différents doctorants qui sont dans les laboratoires de recherche de présenter les résultats de leurs recherches
pour que les maîtres puissent apprécier et corriger s'il y a lieu. L'initiative est soutenue par 4 écoles doctorales de l'Université Joseph Kizerbo et l'Académie de recherche et de l'enseignement supérieur, ARES, ainsi que la Fédération des universités francophones du Royaume de Belgique. La vision est d'offrir un cadre favorable d'échange entre enseignants et doctorants. Quand on a soumis en fait les appels depuis octobre, on a récolté près de 540 en fait résumés. Et sur les 540, par rapport au délai en fait qui nous était imparti les 3 jours, on ne pouvait pas vraiment prendre tous les 540. Donc on a privilégié vraiment les doctorants qui étaient en 2e année, 3e année de thèse. Donc c'est ce qui nous a ramené donc à 181 communications orales et une vingtaine de communications postées sous forme affichée. Et sur les presque 200 et quelques communications, on a une quarantaine en fait de doctorantes qui présentent. Les écoles doctorales pour une grande visibilité des résultats de la recherche est le thème choisi pour la tenue de cette rencontre d'acteurs de l'enseignement supérieur. Venons-en à présent au grand format de ce journal. On les appelle directeurs artistiques. Dans le secteur des médias, l'une de leurs missions principales, c'est celle de designer plateau télé, un terme qui englobe beaucoup d'autres petits métiers. Quel est le rôle d'un directeur artistique média? Et puis, l'expertise locale est-elle, répond-elle plutôt à la demande au Burkina Faso? Élément de réponse, Benjamin Kwame. Vu de l'extérieur, ce bâtiment a tout d'une simple habitation. Mais une fois à l'intérieur, c'est plutôt un grand studio de production audiovisuelle. Cet endroit est le bureau de Covey Johnson, un directeur artistique, un métier dans lequel s'imbrique également le designer plateau télé. Son métier prend en compte tout ce qui est décoration, photographie, la gestion de la lumière et bien plus encore. Son champ d'action se trouve dans les installations de plateaux télé, de la décoration, des espaces pour les événementiels. En gros, un directeur artistique, c'est celui qui veille à ce que le décor soit bien fait en fonction du concept, la lumière et il y a des fois même le contenu, le stylisme, la coiffure. Et là particulièrement, nous sommes actuellement plus sur la déco, mais pas la déco de mariage et tout. Nous, on est plus sur les plateaux télé. Avant de voir tous les journalistes et animateurs sur vos petits écrans, sachez que les plateaux lumineux et étincelants dans lesquels ils apparaissent sont l'œuvre des designers plateaux télé. C'est également ce métier qu'exerce Paulin Zongo, lui qui est plasticien à la base, mais qui s'est façonné au fil des années en travaillant à la télévision BF1. Avant de venir, je ne faisais pas le plateau télé. C'est ici, c'est à la télévision BF1, j'ai appris ce que c'est que le plateau télé. Quand nous on arrivait, il y avait des drapés, c'était des tissus, des trucs comme ça. On a essayé de révolutionner. Avec nous, on a connu plutôt le compte plaqué, le plexi, la tôle alu. Et aujourd'hui, on a des écrans en fond d'écran. Et c'est ainsi que se décline la spécificité de son métier. Il travaille de concert avec le réalisateur du média. Puisque le designer plateau télé est le premier rêveur, après le réalisateur. Bien sûr. Le réalisateur, il y a un projet de mission, le réalisateur a sa vision, il sait le nombre d'invités qu'il a, il sait la durée de l'émission. Donc, du coup, il partage son rêve avec le décorateur ou le designer plateau télé. Et le designer plateau télé est celui-là qui va essayer de modeler des mobiliers. Dans leur réalisation, Covey Johnson et Paulin Zongo se rejoignent sur un fait. Les métiers techniques pratiques. Le plateau télé n'est pas forcément, puisque dans le design plateau télé, on associe le métier de menuiserie. Il y a la menuiserie, il y a la vitrerie, il y a l'aluminium, il y a la soudure, il y a ces métiers techniques pratiques qui interviennent. J'ai commencé par la menuiserie, parce que dans la déco, la menuiserie intervient. Après, j'ai fait l'informatique. L'informatique, mais aussi le graphisme pour pouvoir reproduire et agencer les couleurs sur les ordinateurs. Notre directeur artistique l'a fait. Cette connaissance est aussi mise à profit pour réaliser une centaine de clips vidéo dans ce studio qui donne l'impression de voir un bazar. Floby, Smarty, Will Be Black, Wedra
sont tous passés par là. Oui, là, non. Nous, notre particularité au niveau des clips, c'est de pouvoir tout tourner en studio. Parce que là, on a un espace de 200 mètres carrés et ça nous permet de faire tout type de décor qu'on veut en studio sans sortir. Donc, tout se fait ici. Plusieurs plateaux de télévision au Burkina Faso ont bénéficié du savoir-faire de Covid Johnson. Malheureusement, l'expertise du designer plateau télé ou du directeur artistique se fait rare au Burkina Faso. Pas de formation en tant que telle. Pour certains médias ou les événements grandeur nature, c'est la compétence étrangère qui est beaucoup sollicitée. Nous, notre vision, c'est de devenir un empire. Donc, c'est dans ce sens que nous travaillons. Je ne pense pas qu'on est nombreux. Je vois qu'actuellement, il y en a beaucoup qui essaient de suivre le pas. Sinon, on n'est pas nombreux. Aucune école ne forme des designers plateau télé. Ça, il n'y en a pas. On peut former des designers, mais des designers plateau télé, ça n'existe pas. Et ça, c'est sur le terrain, c'est sur le tas qu'on devient designer plateau télé. Nos deux décorateurs qui ont des assistants aujourd'hui disent s'ouvrir à tous les jeunes qui veulent bien apprendre ce métier. Il est aussi rentable et passionnant que tout autre, soutiennent-ils. Pour eux, il est plus que nécessaire que les autorités du pays s'impliquent davantage sur les curricula de formation dans les différentes écoles, car le métier nourrit celui qui le pratique bien. Voilà, et on change de cap dans la région transfrontalière entre le Mali et le Burkina Faso. Des tensions entre les populations restent assez vives. Entre Sikasso et la région des Hauts-Bassins, par exemple, la gestion des ressources naturelles et autres tracasseries administratives compliquent les relations. Et pour éviter tout embrasement, Interpeace et IMRAP conjuguent leurs efforts, ce qui a abouti à la production d'un rapport sur le sujet. Quel est son contenu? Élément de réponse, Arsène Konditamde. Depuis que le bornage de la frontière Mali-Burkina Faso a été réalisé, des tensions ont été signalées dans la zone. Interpeace et IMRAP, l'Institut malien de recherche et action pour la paix, se sont engagés dans la recherche de solutions pour la préservation de la paix à la frontière entre ces deux pays. Il en ressort que la gestion des ressources naturelles est l'une des principales causes de friction entre populations maliennes et burkinabè. Et nous avons estimé qu'il était important de rendre cela officiel auprès des acteurs nationaux et internationaux, parce que ce dont il s'agit, c'est de prévenir la violence dans cette région-là. Et si on y prend garde, on tombera justement dans une même situation que celle qui est vécue ailleurs. Et c'est pour nous un moment d'alerte important, mais aussi de mobilisation de l'ensemble des acteurs pour que nous puissions agir davantage sur la prévention, améliorer également la gestion des ressources naturelles qui de plus en plus commence à être effectivement source de tensions assez importantes entre les communautés, ce qui pourrait être fertile justement à l'entrée ou encore à l'émergence de groupes armés qui feraient justement leur action sur les frustrations que les communautés auraient vécues dans ces différentes régions. Le processus d'élaboration de ce rapport a été participatif. Il a permis de recueillir les avis de plus de 600 participants résidant des deux côtés de la frontière. Et ce sont les acteurs eux-mêmes qui ont formulé les recommandations qui devraient permettre de consolider la paix. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un à son absence. C'est bon que les experts apportent leur touche, mais c'est encore plus intéressant quand les propositions viennent des populations elles-mêmes, parce que c'est elles qui vivent les contraintes, c'est elles qui vivent les problèmes, c'est elles qui savent quels sont les vrais besoins pour leur permettre d'amorcer le développement de leur localité. Donc je pense que c'est un rapport très pertinent et très opportun, surtout en cette période d'insécurité et de contraintes diverses. La réalisation de ce rapport de recherche a connu le soutien financier et technique de la coopération allemande et de la Fondation Patrip, une organisation qui vient en aide aux communautés transfrontalières fragiles.
Et pour terminer, le réseau Accès aux médicaments essentiels capitalise les expériences qu'il a pu engranger depuis la mise en place en 2014 de son observatoire citoyen sur l'accès aux services de santé, une initiative créée pour rapprocher davantage les services de santé des patients. À travers ce cadre d'échange, les acteurs veulent consolider les performances en vue d'asseoir les bases d'un système sanitaire efficace qui répond aux besoins des populations. Amadou Diko. L'accès aux services de soins de qualité continue d'être un véritable fardeau pour bon nombre de Burkinabés. Dans le souci d'améliorer l'offre sanitaire, il est mis en place en 2014 un observatoire de veille citoyenne pour vulgariser les services de soins dans les zones rurales. Cette initiative pilotée par le réseau d'accès aux médicaments essentiels a pu, après 8 ans, engranger de nombreux acquis ayant permis de rapprocher davantage les services de santé des patients. L'un des grands acquis, déjà, on a réussi à mettre donc à la tête, de tous les acteurs, surtout le système de santé, les acteurs communautaires, cette perspective de la veille citoyenne. Comment la veille citoyenne contribue à résoudre les goulots d'étranglement liés à l'accès aux soins. Deuxième élément, en termes d'acquis, il y a eu quand même beaucoup de dysfonctionnements qu'à travers le dispositif, on a fait des alertes, des ruptures de médicaments, des pannes d'appareils, des problèmes de personnel. On a fait des alertes pour pouvoir effectivement résoudre ces questions de dysfonctionnement et autres. Déterminé, engagé à poursuivre cette lutte de veille citoyenne, le réseau d'accès aux médicaments essentiels et ses partenaires veulent consolider les performances en vue d'orienter et d'asseoir les bases d'un système sanitaire efficace qui répond aux besoins des populations. On dit que c'est plus intéressant de s'appuyer sur des évidences pour vraiment décrier ce qui ne va pas, afin qu'on puisse effectivement trouver des solutions. Et en général, quand c'est fait comme ça, il y a beaucoup plus effectivement d'oreilles attentives dans effectivement la contribution à l'amélioration de l'état de santé des communautés. Et donc je vais donner un peu cette expérience à ceux qui certainement ont pris l'observatoire en cours. L'Observatoire citoyen pour l'accès aux services de santé est présent dans 70 districts sanitaires du pays. Pour l'atteinte de ses missions, il bénéficie du soutien de plus de 72 organisations communautaires. Voilà, et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Rendez-vous demain à la même heure ici même, 19h30. Bonsoir.